C'est un véritable plaisir et un honneur pour moi d'être avec vous aujourd'hui et de participer à ce colloque dans ce Japon que je découvre pour la première fois. Je souhaite bien sûr remercier les organisateurs ainsi que Paul pour son invitation. Et comme il l'a très bien dit, à plus d'un titre, c'est vraiment la Providence qui a rendu possible ma présence parmi vous aujourd'hui. Alors le thème de mon intervention, qui sera assez brève, est comment combattre la révolution mondialiste, car comme ça vient d'être dit, en effet, on est aujourd'hui dans une révolution qui est mondiale. Alors en pratique, quand on demande comment combattre la révolution mondialiste, en fait, c'est comment mener la contre-révolution, car ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, en fait, trouve sa source dans un processus dont la Révolution française marque le commencement et notre époque actuelle l'aboutissement. Alors pour ne prendre qu'un seul exemple, je citerai Anarchasis Klotz, de son vrai nom le baron Jean-Baptiste Klotz, qui était connu sous le sobriquet d'orateur du genre humain, excusez du peu, qui dès 1793 proposait dans son livre La République universelle du genre humain une sorte de gouvernement mondial, lequel s'appuierait sur le découpage rationnel de la France et du monde en départements parfaitement géométriques. Donc on retrouve en quelques mots dans ce projet cette volonté de détruire la diversité des peuples, des cultures et des religions au nom d'un universalisme qui se prétend humaniste, alors qu'il est en réalité le plus redoutable ennemi de l'homme. Alors combattre le mondialisme suppose de comprendre que ce projet existe et qu'il ne date pas d'hier. Et sur ce point, il est regrettable que trop de résistants vivent encore dans le déni et refusent, pour reprendre les mots de Martin Guedes, par orgueil ou par mépris, de penser qu'aucun complot ne peut dépasser une échelle, une subtilité et une dépravation allant au-delà de leur propre imagination. Donc, dans le cadre de cette intervention, je partirai du principe que mon auditoire fait partie des gens éveillés et qu'il n'est pas nécessaire de le convaincre de la réalité du complot mondialiste, ainsi que du danger qu'il représente pour les peuples et les nations libres du monde. Alors, dans un grand livre qui s'appelle L'art de la guerre, le stratège chinois Sun Tzu écrit « Qui se connaît lui-même et connaît son ennemi, en 100 batailles ne sera jamais vaincu ». Donc, fidèle à ce principe, je voudrais dans cette première partie introduire quelques concepts fondamentaux qu'il est essentiel pour connaître son ennemi et combattre justement efficacement le projet mondialiste. Alors, le premier concept, c'est celui de guerre hors limite. Alors, c'est un terme qui apparaît pour la première fois en 1999 sous la plume de deux stratèges chinois dans le livre du même nom, donc la guerre hors limite. En réalité, ce concept, qui est une incarnation moderne de la longue et brillante tradition de la stratégie militaire chinoise qu'on retrouve synthétisée dans l'art de la guerre de Sun Tzu, mais aussi dans un traité qui s'appelle les 36 stratagèmes. Et donc la guerre hors limite se caractérise par plusieurs caractéristiques. Alors je vais en citer les principales. Donc c'est d'être une guerre totale sur l'ensemble des terrains, c'est-à-dire la terre, la mer, l'air, aussi aujourd'hui l'espace et le cyberespace. C'est une guerre qui est menée par des moyens essentiellement non militaires, c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que l'action militaire peut exister, mais elle est en fait même pas 10% du total de la guerre hors limite. Et donc c'est une guerre qui se déploie sur de nombreux fronts, comme l'économie, la culture, la démographie, la technologie, le droit, la santé et l'information. À bien des égards, la guerre hors limite est une guerre de l'information. Et surtout, et ça c'est un point qui est très important, c'est une guerre qui ne fait pas de distinction entre les civils et les militaires. Et ça c'est ce que je dis souvent aux gens qui ne sont pas intéressés par le mondialisme, c'est que le mondialisme vous a déclaré la guerre et que vous le vouliez ou non, vous êtes des belligérants dans ce conflit. Et notamment ça se voit par exemple avec les offensives qui sont menées aujourd'hui par exemple contre les enfants. On va s'attaquer aux enfants, on va s'attaquer à la famille, donc vous êtes personnellement concernés. Et donc ce qui est intéressant aussi pour finir avec ce concept, c'est que la guerre hors limite a pour objectif de manipuler la perception que l'ennemi a de lui-même et idéalement de le conduire à la défaite sans même qu'il ait conscience qu'une guerre lui a été déclarée. C'est-à-dire que vous êtes battu avant même de comprendre qu'on vous a attaqué. Et ça, c'est absolument redoutable. Et donc, à la lueur de cette très brève présentation, vous comprendrez donc que la révolution mondialiste est bien une guerre menée par ce qu'on peut qualifier d'une oligarchie transnationale contre les peuples historiques et la tradition via l'utilisation d'un ensemble de moyens directs et indirects. Alors ceci étant posé, ce concept étant posé, on peut poursuivre la présentation des différents outils utilisés par les mondialistes pour mener cette guerre.
Alors le premier principe, qui est vraiment un des plus puissants, c'est celui d'infiltration plutôt que d'invasion. Et en fait, le mondialisme a compris qu'il est beaucoup plus efficace, plus économique et plus habile de contrôler un système de l'intérieur sans manifester le contrôle qu'on exerce sur ce système, tout simplement en plaçant des hommes sélectionnés en amont à des postes clés. Et donc, pour prendre un exemple concret de cette méthode, alors on le voit, la Révolution française, dont il a été beaucoup question de ce colloque, c'est exactement l'exemple de cette méthode. Mais plus proche que de nous, il y a par exemple le rapport Pupinck du think tank qui s'appelle le CLJ, qui a produit un rapport absolument remarquable sur l'infiltration de la Cour européenne des droits de l'homme, la CEDH, donc en Europe, par George Soros. Et comment ? Tout simplement, George Soros a créé des ONG un peu partout en Europe, notamment dans les pays de l'Est, et il s'est assuré que ce soit permis dans les statuts de la Cour que des membres d'ONG puissent être élus magistrats, que ce ne soient pas forcément des magistrats professionnels. Donc par ce biais de ce mécanisme, il s'est assuré que des directeurs de ses propres ONG soient nommés comme magistrats à la Cour. Et de fait, il contrôle la jurisprudence sur l'ensemble de l'Union européenne. Il a fait très brièvement aussi la même chose aux États-Unis en finançant les campagnes des procureurs et des shérifs dans nombre d'États. On sait qu'il a dépensé 40 millions pour avoir des shérifs et des procureurs à sa botte qui ont notamment été très utilisés, mobilisés, activés, on va dire, quand il y a eu les émeutes Black Lives Matter en 2020, avec des shérifs qui restent l'arme au pied, qui n'interviennent pas, et des procureurs qui ne poursuivent pas. Donc ça, c'est des exemples concrets de l'infiltration plutôt que l'invasion. Ensuite, le second principe, c'est celui de l'ingénierie sociale. Alors, Lucien Cerise a défini ce terme comme la modification furtive des attitudes et des comportements. Et donc, par le biais de diverses techniques de manipulation comportementale, les mondialistes parviennent peu à peu à imposer leurs projets et à réduire les défenses mentales de la population. Et ça passe notamment par ce qu'ils appellent la technique des petits pas, c'est-à-dire la mise en œuvre d'un changement progressif et indétectable pour la majorité de la population. Et donc ça a été très bien expliqué tout à l'heure avec notamment le rôle joué par la presse, joué par les médias, et comment on façonne l'opinion publique. On l'a vu aussi avec la crise sanitaire, avec la pandémie de Covid, qui nous aura habitués à conditionner l'accès à certains lieux ou équipements publics à la présentation d'un pass, ce qui pourra être décliné ensuite sur d'autres types de contraintes, donc qu'elles soient par exemple climatiques, énergétiques, etc. Dans un autre registre aussi, on voit par exemple qu'une entreprise comme Netflix, qui est lourdement endettée, absolument non rentable, eh bien, continue d'être financée. Pourquoi ? Parce qu'elle permet d'atteindre deux objectifs. C'est de maintenir la population fascinée par le système de toutes les séries télé et d'utiliser ces séries télévisées pour justement implanter les thèmes mondialistes dans les esprits, notamment tout ce qui est climat, LGBT, transgenre, etc. Le troisième outil qui est utilisé par le système mondialiste, par la révolution mondialiste, c'est celui de l'opposition contrôlée. Alors j'ai développé ce thème dans le troisième volume de mes essais. Je me contenterai de rappeler que le système mondialiste a compris que le maintien de son pouvoir passe par le contrôle de l'ensemble du spectre politique et social. C'est-à-dire que le mondialisme est toujours un point d'honneur à contrôler le pouvoir officiel, mais également l'opposition, toujours dans une logique, avoir la thèse et l'antithèse. Et donc, à titre d'exemple, très rapidement, par exemple, l'historien français Éric Branca a montré les liens très étroits qui unissaient l'État profond américain, le régime nazi et le gouvernement de Vichy, dans son livre « L'ami américain ». De même que l'historien Anthony Sutton a montré que ce sont notamment Wall Street et les principaux acteurs de l'État profond américain qui ont financé à la fois la révolution bolchevique et à la fois le régime nazi. Et enfin, pour finir, le quatrième outil, en plus des trois que je viens de citer, c'est la révolution de couleur. C'est un outil plutôt géopolitique. Alors, qu'est-ce qu'une révolution de couleur ? C'est un coup d'État mené par les services de renseignement, notamment la CIA, sous couvert d'un mouvement démocratique et populaire, et qui est vendu comme tel à l'opinion publique internationale via les médias de masse. Donc, appliqué à l'histoire, cette grille de lecture nous permet de comprendre que la Révolution française est la première révolution de couleur de l'histoire.
que la révolution bolchevique de 1917 est aussi une révolution de couleur, mai 68 est une révolution de couleur également contre le général de Gaulle, les printemps arabes de 2010-2011 sont des révolutions de couleur, et plus proche de nous, nous avons l'Euromaïdan de Kiev en 2014, qui est également une révolution de couleur menée par les services américains, notamment la CIA, contre le régime pro-russe de Kiev. Donc avec ces quatre éléments que je viens d'évoquer très rapidement, donc je les rappelle, l'infiltration plutôt que l'invasion, l'ingénierie sociale, l'opposition contrôlée et la révolution de couleur, vous avez la boîte à outils utilisée par les mondialistes pour mener les révolutions à travers le temps et l'histoire, l'espace et l'histoire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils utilisent toujours les mêmes techniques. Donc une fois que vous avez compris comment ça fonctionne, vous pouvez les détecter extrêmement facilement et développer des contre-mesures. Et ça, malheureusement, c'est au bout de 200 ans, on constate que justement les principes que je viens d'évoquer ne sont pas toujours compris et diffusés de manière systématique auprès des forces d'opposition ou même des contre-révolutionnaires, ce qui conduit souvent à leur échec. Donc, comme je le disais, on ne peut pas vaincre un ennemi quand on ne le connaît pas et quand on ne comprend pas comment il fonctionne et quelles sont les techniques qu'il utilise de manière systématique. Donc ensuite, dans cette deuxième partie, après avoir présenté les techniques de nos adversaires et leurs méthodes, je voudrais évoquer rapidement celles qui peuvent être utilisées justement par la résistance au mondialisme et en l'occurrence les contre-révolutionnaires pour mettre le mondialisme en échec. Et donc je voudrais rappeler là encore, citer le grand stratège Sun Tzu qui disait dans l'art de la guerre est fondé sur la dissimulation. Proche semblait loin, loin paraissait proche, capable passait pour incapable, prêt au combat, ne le laissez pas voir. Et donc dans une guerre, c'est une constante quand on utilise la stratégie, il ne faut jamais faciliter la tâche de votre adversaire, notamment en lui disant qui vous êtes, quelles sont vos forces et quels sont vos buts de guerre. Et donc ce que je dirais aujourd'hui, puisque je m'adresse essentiellement à des contre-révolutionnaires, si vous voulez rétablir la monarchie, la plus grande erreur, du moins dans un premier temps, c'est de le dire et de vous présenter officiellement et publiquement comme un monarchiste. Dans ce cas précis, la bonne stratégie serait plutôt au contraire de travailler de façon discrète et efficace pour créer les conditions politiques et sociales, ou spirituelles d'ailleurs, comme ça a été très justement dit, qui permettraient le retour de la monarchie une fois que celle-ci serait réunie. Et je rappelle que c'est exactement la stratégie qui a été employée par la franc-maçonnerie avant de lancer la Révolution française, qui a pris le soin d'infiltrer la cour, l'armée, de saper les fondations, les fondements de la monarchie et de l'Église, notamment via la philosophie des Lumières, et qui a en dernier lieu utilisé la presse pour canaliser la colère du peuple contre les institutions et les personnes qu'elle souhaitait détruire. Donc ça, ce sont des principes stratégiques, et je précise qu'il ne s'agit pas de mentir, il s'agit de ne pas abattre ses cartes et d'être intelligent de façon tactique et stratégique. Et donc, en conséquence, toute lutte contre le mondialisme et toute contre-révolution peut faire appel à ces principes qui sont en fait universels. C'est-à-dire, en l'occurrence, créer un mouvement avec un objectif clair, par exemple, libérer la France du mondialisme ou combattre la révolution mondialiste sous ses formes concrètes, infiltrer les structures de pouvoir sous toutes leurs formes, donc que ce soit les médias, l'administration, la justice, réaliser un travail de sape idéologique contre le mondialisme et contre tous les dogmes et superstitions antichrétiennes, canaliser la colère du peuple contre le mondialisme et son oligarchie, et enfin, et ça c'est très important, une préparation opérationnelle à la prise du pouvoir via la formation de personnes susceptibles d'exercer le pouvoir ou des responsabilités politiques. Et pour terminer sur ce point, je voudrais rappeler que dans le cadre d'une guerre de l'information qui est celle que nous connaissons aujourd'hui, la maîtrise des moyens de communication, notamment les réseaux sociaux ou les médias, ou du moins les médias alternatifs, est essentielle. Et cette réalité est très bien comprise par l'adversaire, puisqu'on voit aujourd'hui l'enjeu de la censure de l'information, les attaques qui se font de plus en plus importantes contre les médias, que ce soit sur les réseaux sociaux ou les médias alternatifs. On voit que l'adversaire lui-même lance des contre-opérations pour essayer de discréditer la parole des résistants ou des antimondialistes, de semer la confusion et de reprendre le contrôle du récit médiatique.
Alors sur ce point, il y a notamment une opération que j'ai évoquée largement dans le volume 2 de mes essais, qui est l'opération Q, qui est justement faussement appelée QAnon par les médias de masse, et qui constitue un exemple très important de ce que j'ai appelé la guérilla informationnelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous êtes un contre-révolutionnaire ou un opposant mondialiste, dans un rapport de force asymétrique avec les médias de masse et le pouvoir, vous devez pratiquer la guérilla informationnelle, et à bien des égards, c'est ce que nous sommes en train de faire avec ce colloque. Et enfin, pour conclure cette seconde partie, je voudrais présenter le travail de quelqu'un qui n'est pas connu, mais qui s'appelle Saul Alinsky. Saul Alinsky, c'est un sociologue américain qui est le maître à penser des activistes d'extrême gauche, pour lesquels il a rédigé dans les années 70 une véritable bible qui s'appelle Rules for Radicals, donc les règles pour les radicaux. Alors, je n'invente rien, je suis tombé de ma chaise en découvrant que ce livre était littéralement dédié à Lucifer, que Saul Alinsky présente comme le plus grand rebelle et le premier révolutionnaire. Alors, je précise qu'on peut s'appuyer sur les principes qu'il donne, parce que j'ai sélectionné notamment ceux qui n'offensent pas la morale naturelle. Mais ce sont des bons principes politiques, et d'ailleurs on voit que la gauche les a utilisés avec énormément d'efficacité et de succès. Alors que dit Alinsky ? Alinsky dit notamment, ce qui compte, ce n'est pas le pouvoir que vous avez réellement, mais celui que l'ennemi pense que vous détenez. Et donc ça renvoie à ce que je vous disais sur l'importance de la dissimulation et de la maîtrise de l'information. Il est très important que votre adversaire n'ait jamais une idée claire de vos objectifs, de vos projets et de vos moyens. Ensuite, un autre principe qui est excellent, c'est faire sortir l'ennemi de son champ d'expertise. Donc il s'agit toujours de déstabiliser l'adversaire en l'emmenant sur un terrain qui ne lui est pas familier. Et moi, ce que j'ai pu constater à travers mon travail et mes interventions, c'est que les mondialistes, comme la plupart de nos contemporains, ne sont pas du tout à l'aise sur le terrain religieux ou sur la théologie. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils essayent toujours de ramener les choses sur le plan du politique. Justement, de ne pas les amener sur les questions spirituelles, parce que les questions spirituelles sont des sujets où ils sont extrêmement mal à l'aise et qui les forceraient en fait justement à abattre leur jeu et à révéler quel est réellement leur projet et quelles sont leurs influences spirituelles. Ensuite, autre point évoqué par Alinsky, c'est maintenir la pression. C'est-à-dire que quand vous avez lancé une offensive, il ne faut jamais laisser l'ennemi respirer. Et on le voit, et on l'a vu notamment dans l'histoire de la Vendée, qu'il y a trop d'offensives, et notamment des offensives contre-révolutionnaires qui échouent, parce qu'un avantage est gaspillé et que la pression redescend trop tôt. Toute personne, tout système ou toute institution a toujours un seuil de tolérance ou de rupture. Et si vous passez à l'offensive et qu'une bonne dynamique s'installe, il ne faut pas abandonner l'assaut tant que ce seuil n'est pas atteint. Et ça, c'est très très important. Et notamment le fait que l'ennemi, justement, va toujours essayer d'agir pour vous empêcher, justement, d'atteindre ce seuil critique. Autre excellent conseil, c'est qu'il faut toujours personnaliser les attaques. Une erreur, par exemple, c'est de porter les attaques sur des concepts abstraits. Alors c'est important conceptuellement, mais quand on passe dans l'action opérationnelle, il faut toujours concentrer. Par exemple, si vous êtes en conflit avec votre université, il ne faut pas attaquer l'université avec un U majuscule, il faut attaquer monsieur X ou madame Y qui sont responsables du problème. Et ça, c'est très important parce que la plupart des gens, et notamment ceux qui prennent des décisions, n'aiment pas du tout voir leur nom sur la place publique et d'être mis en lumière. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un double effet, c'est-à-dire que les gens qui agissent souvent dans l'ombre n'aiment pas être mis en lumière, et les gens qui sont au-dessus d'eux n'hésitent pas à sacrifier des subalternes s'ils pensent que ça peut leur valoir la paix. C'est-à-dire, en plus, nos adversaires sont des gens qui n'ont pas de loyauté et qui n'ont pas d'honneur. Donc si vous mettez en avant leurs subalternes, ils peuvent être tentés de les sacrifier, justement parce que c'est sacrifiable. Donc ça, c'est très important. Et enfin, dernier point, et qui est essentiel, c'est qu'il faut toujours avoir une alternative constructive. C'est-à-dire, il ne suffit pas de critiquer ou de combattre, il faut être capable de proposer un contre-modèle, et ça a été très bien dit, en fait, il faut justement le modèle chrétien dans tous les aspects de l'existence, c'est-à-dire notamment la doctrine sociale, la royauté sociale et politique, etc. Et les catholiques ont la chance d'avoir ce programme complet. Mais justement, tout est fait aujourd'hui pour que ce programme soit appliqué uniquement sur le plan spirituel et pas du tout dans sa totalité, où là, il conteste réellement le projet mondialiste dans sa globalité. Donc c'est justement l'importance d'avoir défini tout ce projet en amont et d'avoir un plan d'action concret pour le mettre en application
dès que le pouvoir changera de main. Et donc c'est notamment dans cet esprit que j'ai rédigé mon livre « La France retrouvée ». Donc pour conclure, je pense que cette brève intervention vous aura permis de mieux comprendre ce que Sun Tzu veut dire quand il nous invite à connaître notre ennemi autant que nous-mêmes. En ce qui concerne le mondialisme et la révolution qu'il porte, il est essentiel de comprendre les techniques qu'il utilise ainsi que les multiples dimensions culturelles, politiques et même spirituelles de son projet. En ce qui concerne la résistance à ce projet, il est urgent qu'elle se forme, qu'elle se professionnalise et qu'elle porte un projet clair qu'elle se donnera ensuite les moyens de mettre en pratique. Pour paraphraser Mao, la révolution n'est pas un dîner de gala et nous ne devons pas utiliser, dans la mesure où il ne viole pas les principes chrétiens, à retourner contre eux les armes de nos adversaires, à savoir l'infiltration, l'ingénierie sociale et la guerre de l'information. Dans tous les cas, malgré la dégradation rapide de la situation, nous devons garder à l'esprit le fait que notre travail s'inscrit sur le temps long et que nous devons toujours résister à la tentation de vouloir aller trop vite. En politique, comme pour le reste, il faut toujours être attentif à ce que les Grecs appelaient le kairos, c'est-à-dire le moment opportun. Et surtout, pour rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure, il faut bien comprendre que ce combat est un combat avant tout spirituel. Je n'ai pas insisté sur cet aspect dans cette conférence parce que ça a été fait avant, mais j'explique toujours qu'il ne faut pas se tromper. Le politique n'est que la conséquence du spirituel et du métapolitique. Et il faut en effet faire la contre-révolution en nous, devenir de vrais chrétiens pour ensuite pouvoir combattre efficacement le mondialisme. Donc dans cet effort, il y a deux, je dirais, citations aux principes qui peuvent nous guider. C'est ce que disait Sainte Jeanne d'Arc quand elle disait « Les gendarmes batailleront et Dieu donnera la victoire ». Et surtout, nous pouvons nous appuyer sur le Christ qui nous disait « Vous aurez des tribulations en ce monde, mais gardez courage, car moi, j'ai vaincu le monde ». Je vous remercie.